citoyens, un rendez-vous où les citoyens s'expriment librement sur des sujets pour l'émergence du Tchad. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très simple mais qui concerne tout le monde sans distinction. Nos habitudes alimentaires, les habitudes alimentaires des Tchadiens. Qu'est-ce que nous mangeons au Tchad? Sommes-nous attentifs à ce que nous consommons chaque jour entre plats traditionnels, la nourriture de la rue, les tourneaux d'eau, les cafétérias, les restaurants, les produits importés et nos habitudes dans les lieux de cérémonie ou soit à domicile? Notre manière de manger détermine notre santé et notre culture. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les réalités alimentaires des Tchadiens, les bons réflexes à adopter, mais aussi les erreurs fréquentes et surtout les risques liés à la mauvaise alimentation. Avec nos invités professionnels et experts, nous allons mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation au Tchad. Pour en parler, installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Je vous invite donc à accueillir nos invités sur le plateau. Nous avons l'honneur de recevoir, je commence par les dames. Donc, nous avons l'honneur de recevoir Madame Ndaklami Tampi Rosalie. Bonjour, Madame. Bonjour, Madame. Merci beaucoup et bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Madame Rosalie est donc hôtelière de formation, assistante meeting and events dans un hôtel de la place et propriétaire d'un restaurant. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Et nous avons également Monsieur Demas Kanaka, nutritionniste. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Kaneka Demas. Kaneka Demas. Exact, merci. Merci beaucoup, c'est également un plaisir de vous recevoir sur le plateau. D'accord, merci. Sentez-vous à l'aise. D'accord, merci. Et puis nous avons également un visage qui est déjà familier et à l'honneur de Monsieur Miandé Le Diaounadi, consultant en sécurité alimentaire. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs et bonjour aux fractions avec nous sur le plateau. Bonjour messieurs, vous êtes chez vous? Effectivement, je suis Bienvenue chez moi. également à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir également sur le plateau. Alors, nous parlons des habitudes alimentaires des Tchadiens. Quelle est votre analyse et comment décrivez-vous les habitudes alimentaires des Tchadiens? On dit la charité bien ordonnée commence par la maison. Je commence par le consultant. Merci. Il faut un peu comprendre les déterminants des habitudes alimentaires. Il faudrait d'abord comprendre ils sont liés aux zones agroécologiques. Et nous avons plusieurs zones agroécologiques au Tchad, de la zone sahélienne, la zone désertique, la zone sahélienne. Nous avons la zone soudanienne, soudano-guinéenne, donc il y a plusieurs zones agroécologiques au Tchad. Et dans ces zones agroécologiques, à ces zones agroécologiques correspondent également des habitudes alimentaires. Il y a également des aspects culturels qui déterminent les habitudes alimentaires. Il y a des aspects économiques qui déterminent également les habitudes alimentaires. Donc en fonction de ces zones, ou bien en fonction de ces regroupements, des groupes ethniques, il y a également des spécificités en termes d'art culinaire. Et maintenant, est-ce que dans ces différentes localités, il y a le pouvoir d'achat qui joue, donc l'aspect un peu économique qui permet à ce qu'en fonction des revenus, on puisse se procurer ces aliments pour les manger et satisfaire ses besoins comme il le faut de manière adéquate et aussi en quantité, en qualité, je m'excuse. Mais maintenant, le problème, c'est que ça devient un blocage parce que pratiquement, pour ne pas aller plus loin, au Tchad, nous mangeons trop mal en termes de bourratifs. Donc, c'est l'environnement qui nous impose parfois de migrer de nos habitudes alimentaires culturelles à ce que nous avons sous la main. Donc, en fait, c'est aussi un aspect de la précarité qui est l'un des déterminants majeurs de nos habitudes alimentaires qu'il faut soulever par ça. Je pense que les autres pourront ajouter quelque chose par rapport à cela. Alors, monsieur Kaneka. Exact, comme le disait tout à l'heure l'expert, il y a plusieurs facteurs qui influencent les habitudes alimentaires de la population. Donc, que ce soit d'une région à une autre, que ce soit d'une communauté ou bien encore d'une personne à une autre, il y a plusieurs facteurs qui influencent sur les habitudes alimentaires, même si à la base, on sait déjà comment est-ce que les Tchadiens se nourrissent. Cela varie encore des localités en fonction des conditions socio-économiques, en fonction des conditions, disons, éducatives ou encore informationnelles. Donc, ce sont là les facteurs qui font varier les habitudes alimentaires. Et s'il faut le dire, on sait très bien que voilà, le Tchad est classé parmi les pays, s'il faut le dire au niveau mondial, les pays qui ne mangent pas comme il le faut, qui ne mangent pas vraiment comme il le faut. Donc, avec le temps, nous allons étayer
détailler quelles sont les causes ou bien encore quelles peuvent être les propositions qu'il faut faire pour pouvoir solutionner à ces différentes conditions néfastes qui existent. Voilà, Je me merci. tourne maintenant vers Madame Rosalie en tant que restauratrice. Comment est-ce que vous décrivez les habitudes alimentaires des Tchadiens? D'accord, merci. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que l'alimentation est classée en 3 catégories. Donc, nous avons la catégorie des repas nutritifs, nous avons la catégorie des repas prestigieux et nous avons également la catégorie des repas de loisirs. Et en ce qui concerne la catégorie des repas nutritifs, c'est juste le fait qu'un être vivant mange pour satisfaire à ses besoins physiologiques. J'ai faim, je vais manger, et puis voilà, c'est tout. On ne tient pas compte des règles, des normes de sécurité alimentaire et tout. Et moi, je pense que la plupart des Tchadiens se retrouvent dans cette catégorie des repas nutritifs. Ils mangent pour satisfaire à leurs besoins physiologiques. Peu importe. Maintenant, en ce qui concerne les repas prestigieux, c'est des repas qu'on trouve souvent dans des cérémonies, des repas un peu rares, je ne sais pas trop. Donc, les Tchadiens, des fois, quand ils viennent dans des cérémonies, ils trouvent des repas, ils mangent ça comme ça, sans toutefois respecter également les normes. Maintenant, les repas de loisirs, c'est dans cette catégorie qu'on retrouve des petits déjeuners qui se prend normalement de 6h à 10h. On a le déjeuner qui se prend de 12h à 15h et on a le dîner. Le dîner se prend de 19h à 22h. Et généralement, il y a ceux qui mangent en dehors de ces heures. Donc, en journée, on appelle ça le brunch. Et la nuit, on appelle ça le souper. Donc, généralement, ça se prend à partir de 23h jusqu'à minuit. Donc, dire que tous les Tchadiens ne mangent pas bien, c'est exagéré. Il y a d'autres qui mangent très bien. Voilà, mais la plupart des Tchadiens se trouvent dans la catégorie des repas nutritifs. Ils mangent pour satisfaire à leurs besoins physiologiques. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, quels sont généralement les plats que les Tchadiens mangent le matin, à midi ou bien le soir, par exemple? Quels sont ces genres de plats? Quels sont les différents plats que les Tchadiens mangent? Les différents plats constatés par tous les Tchadiens, pas tout le monde, mais la plupart des Tchadiens, c'est généralement la boule. Vous allez constater que dans tous les foyers, matin ça dépend, mais à midi la boule, le lendemain la boule, après-demain la boule. Et généralement, ils gardent cette boule-là pour consommer encore le matin. Donc vous allez constater que le matin, au lieu de faire un truc léger pour la famille et pour les enfants, ils vont plutôt réchauffer la boule restante qu'on appelle communément la boule morte. Et honnêtement, ça crée un déséquilibre et ça fatigue l'organisme. Le consultant est là, l'expert est là, il saura mieux vous dire ce que ça peut créer. Voilà. Alors, monsieur le consultant, qu'est-ce que vous mangez? Je réclame mon statut de paysan pour dire simplement qu'au Tchad, nous avons une population en majorité rurale. On parle de plus de 70% des Tchadiens qui vivent en milieu rural. Et elle a bien signifié dans ce qu'elle a dit, les repas nutritifs, c'est ce que nous appelons de manière vulgaire les bourratifs, parce que nous n'avons pas les possibilités de nous offrir des repas, que ce soit des loisirs, que ce soit des repas de prestige. Il est reconnu que la boule, elle est tchadienne. Dans toutes les provinces du Tchad, la boule est acceptée. Maintenant, la différence, c'est un peu la question des sauces et des assaisonnements qu'on a. Et vous prendrez compte peut-être dans les zones, la zone sahélienne, saharienne ou bien dans les zones d'élevage, on a toujours la viande qui est omniprésente, qui accompagne la boule. Dans une certaine frange de ceux qui sont supposés être les nantis ou bien les moyens, suivant la catégorisation socio-économique, ils ont les possibilités de s'offrir par exemple des produits alimentaires importés sous forme de céréales transformées. Là, on a les pâtes alimentaires souvent qui entrent en ligne de compte. Mais ça, c'est à une catégorie. J'ai vraiment apprécié l'intervention de madame quand elle dit que les gens mangent et qu'ils gardent le matin pour manger. Je souhaiterais bien avoir les 3 repas de la journée, même en termes de repas nutritifs. Je n'ai pas la possibilité de m'en offrir. Alors, si déjà je ne peux pas m'offrir les 3 repas nutritifs,
ne venez pas me frustrer en disant que je peux avoir les repas prestigieux ou bien les repas de loisirs. De loisirs. Parce que nous attendons, par exemple, des circonstances particulières telles que les cérémonies, les périodes Pour manger festives. les repas de loisirs. C'est en ces occasions-là où, bon, c'est la période d'abondance entre guillemets. Donc, on peut s'offrir ces aliments, surtout en termes de sauce. La boule sur la base de céréales, que ce soit le mil, le sorgho ou bien encore un peu le riz, on le fait. Mais imaginez, déjà le kissar, la crêpe, c'est à des occasions, ce sont à des occasions festives qu'on a ça. Rares sont les Tchadiens qui peuvent avoir accès à ça à tout moment, alors que c'est un repas qui est facile à transporter. Et pourtant, Donc, c'est accessible. mais est-ce que vraiment beaucoup de gens le savent? Il faut qu'ils comprennent. Maintenant, deuxièmement, il faut reconnaître que les kissars, la crêpe, là, elle est beaucoup plus un genre de plat qui est pratiquement pour les périodes de loisirs ou de prestige. Vous n'allez pas demander dans votre ménage que madame vous fasse un repas de kissar. Nous, on est habitué à notre boule de bourratif. Est-ce que vous partagez le même avis, madame Rosalie? Oui, je partage le même avis. Nous avons plusieurs variétés. Le Tchad a des potentialités alimentaires, mais c'est la manière qu'on fait la chose en fait. Il parle des kissars. Il parle peut-être des... On peut parler aussi de la boule de maïs. Exact. Il y a plusieurs variétés. Est-ce qu'on peut regarder un peu les images, la régie? Mais je pense que c'est la manière de produire, la manière de la consommer. La plupart ne tiennent pas compte des catégories dont je venais de citer. Alors, je partage effectivement l'avis du consultant. Et pour ajouter, si vous permettez, madame, Allez-y. il y a un plat, par exemple, qui est un plat de prestige, de noblesse. Et pourtant, c'est un plat que nous produisons, que nous pouvons consommer. Et parmi les facteurs qui limitent, c'est la question, par exemple, du pouvoir d'achat. Le riz avec la viande, ne nous voilons pas la face. Au Tchad, c'est un plat de prestige. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui mange ça. C'est pas tout le monde. Même si c'est dans les zones rizicoles, ce n'est pas à tout moment. Quand vous allez prendre les 3 repas de la journée, petit déjeuner, parfois dans un certain nombre de ménages, c'est copieux. Le contenu, ça veut dire que c'est un repas de prestige pour une catégorie de personnes, alors que pour une autre catégorie, c'est juste un petit déjeuner. Et alors, vous ne pouvez pas passer... Le déterminant majeur, c'est beaucoup plus la question de la précarité financière. Les gens n'ont pas les revenus pour s'offrir comme il le faut. Ils auraient bien souhaité vouloir manger qualité. Mais à défaut d'avoir la qualité, comme elle a si bien mentionné, moi j'aime par exemple chez moi, le concombre chez moi dans le Maïkébi. Moi j'aime bien le manger. C'est mon habitude culinaire. Vous allez peut-être venir chez dans le Hadjalamit, le Tabjagoun. Moi, je veux bien manger ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai les possibilités de m'en offrir à défaut d'avoir les moyens ou bien la disponibilité de ces produits alimentaires, on est obligé de nous rabattre sur ce qu'elle a bien défini, les repas nutritifs. Qu'est-ce qu'on fait? On mange du bourratif. La boule morte, moi, j'en raffole. Moi, personnellement, qui suis là, j'en mange. Hein, au petit matin, parce que je rentre le soir, je mange une partie. On dit, bon, quand je prends le matin, ça donne de la force. Donc, je prends. Et c'est... la précarité a fait varier les habitudes, les attentes alimentaires des Tchadiens à une question de subsistance. On vit avec ce qu'on a sous la main parce qu'on n'a pas les possibilités de s'offrir ce qui est Alors, qualité. monsieur le consultant, c'est que j'aimerais savoir, est-ce que le problème se situe vraiment sur le plan économique? Parce que je ne pense pas, en tant qu'homme rural, comme vous venez de dire, il y a des éleveurs, il y a également des agriculteurs qui produisent également les légumes, qui sont également bio, qui sont très nutritifs. Ils peuvent tout simplement mettre en valeur. Alors, est-ce que le problème se situe vraiment au niveau la question, oui. c'est la diversification. La diversification, elle est liée à une question de pouvoir économique, il faut le dire. Parce qu'en fait, la viande, on l'a en excès au Tchad. Dans les zones agro-pastorales, les zones pastorales, la viande, ce n'est pas si compliqué que ça. On les mange durant les 7 jours de la journée. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut en termes de rationnement? Le nutritionniste est là pour nous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on mange tous les jours des légumes, le carcan, le zé, c'est le biscuit ici, demain on a le gombo, reprenons par exemple un cas, par exemple le TK. Chez moi, dans le moyen chari, le TK, c'est un plat de noblesse qui ne se sert pas tous les temps. Peut-être c'est une fois tous les 6 mois qu'on a accès à ça pour des occasions en fait, exceptionnelles. On aurait pu dire, bon, durant les 7 jours du mois, de la semaine ou bien les 30 jours du mois, on va planifier ça. Le Tchadien ne planifie pas ce qu'on appelle, on ne fait pas une programmation des repas dans le mois. Il ne le fait pas. Donc, avec ce qu'on a dit, madame, tu prends ça. Donc, madame aussi se prend la main, elle se casse la tête parce qu'il faut trouver un bourratif pour que les gens ne puissent pas dormir la panse vide. Donc, elle est obligée de se débattre pour que, au moins, le seul repas de la journée soit assuré. Maintenant, demain,
On fait semblant de varier. Hier, on a mangé un peu la viande, c'est l'alimentation carnée. On pose la viande, on passe à ce qu'on appelle le charbon de la viande séchée. Après, on passe un peu au poisson fumé. Donc, on essaie de jongler de sorte qu'en fonction de notre pouvoir économique, on ait accès à ce qu'on peut avoir. Mais retournons-le, la plupart des ménages tchadiens ne mangent presque qu'un seul repas par jour. Maintenant, la qualité pose problème. En termes de qualité, j'entends par la diversité alimentaire. Maintenant, la diversification pose le problème de l'équilibre alimentaire. Et donc, en fin de compte, les apports nutritionnels, je pense que je ne vais pas quand même monopoliser la parole, mais les spécialistes là, il va peut-être mieux étayer cela. Oui, ce que j'aimerais que M. Kanaka nous en parle, c'est qu'on a beaucoup de légumes sur le marché. On a les moulquiers, on a les feuilles d'osée, on a également les feuilles de manioc, on a également les feuilles de haricots. Il y a toute une diversité de légumes sur le marché. Et les tubercules également, on en dispose, le Tchad en dispose. Quand tu fais un tour sur le marché, il y en a beaucoup. Mais il y a des familles qui ne varient pas leur alimentation et qui restent sur la même chose. Ou soit c'est tout simplement parce que c'est facile à préparer, je ne sais pas. Que pensez-vous de cela? Déjà, je reviens un peu en arrière sur ce que disait le monsieur tout à l'heure par rapport à l'accès économique. Parce qu'en réalité, s'il faut le dire, on sait que plus de 80% de la population tchadienne vit avec une dépense inférieure à 1 dollar par jour. Donc, ce qui équivaudrait peut-être à moins de 600 francs, bien moins de 500 francs par jour. Et du coup, c'est ce qui limite la diversification alimentaire. Et lorsque vous aviez parlé des cultivateurs qui ont à leur disponibilité, ce soit les légumes ou encore les tubercules, c'est vrai, ils les cultivent, ils en ont. Mais le souci, c'est pour en faire quoi? Parce que d'après une étude que nous avons menée récemment, vous pouvez avoir dans une famille, ils ont cultivé, ils ont eu une bonne récolte, mais c'est destiné à d'autres fins. Parce qu'il y a un nombre important d'enfants qui sont là, il faudrait revendre ces récoltes pour pouvoir les envoyer à l'école, pour pouvoir les soigner, pour pouvoir les vêtir. C'est vrai que ces aliments sont là, mais en réalité, on ferme les yeux, on prend les bras pour voir, parce que c'est déjà même utilisé d'avance. Donc ça joue un peu sur l'alimentation, bien sûr, la diversification. Et maintenant, la disponibilité des légumes, c'est vrai, c'est d'ailleurs très très important de consommer régulièrement, que ce soit les légumes, que ce soit les fruits. Il est très important d'en consommer chaque jour, mais la diversification n'est pas comme il le faut, comme vous l'avez dit. Tout ce que nous faisons, c'est peut-être de diversifier les sauces aujourd'hui, demain, après-demain, mais à la base, c'est toujours accompagné de la boule. Dans les zones urbaines, par exemple, en N'Djamena, c'est principalement la boule de maïs. Et pourtant, nous avons plusieurs céréales, nous avons plusieurs tubercules qui sont censés jouer le même rôle dans l'assiette. Nous avons le mil rouge, nous avons le petit mil, nous avons le pénincillaire, voilà. Il faudrait prendre l'habitude de les varier. C'est tout simplement parce que nous sommes déjà habitués avec le maïs qu'on trouve que c'est lui qui est le meilleur. Peut-être à un certain moment, la bouche ne va pas apprécier le mil rouge. Mais c'est important pour l'organisme parce qu'on ne mange pas pour le plaisir, on mange pour les fonctions vitales ou bien pour le métabolisme de l'organisme. Donc il faudrait que chacun puisse déjà savoir qu'on ne mange pas pour le plaisir. Si aujourd'hui je mange la boule de maïs, demain je dois manger le mil rouge. Si demain je mange le mil rouge, il faudrait que après demain je puisse remplacer par soit les patates, des liams, les pommes de terre. Donc ce même sont le taro. Hein. Voilà, le taro, ça joue. Il n'y a pas de souci parce que on peut préparer les pommes de terre, disons, avec une sauce. On en mange. Mais le Tchadien, quand il mange ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, je n'ai pas mangé. C'est léger. Il n'a pas mangé. Il faut voilà. un plat qui est consistant. Voilà. C'est parce que nous avons habitué notre ventre avec les bourratifs, avec ce qui est lourd. Maintenant, si on essaye petit à petit de changer cette habitude, le corps, il s'adapte facilement. L'organisme humain, il est très intelligent, il s'adapte facilement. Donc, ce n'est pas parce qu'on est habitué avec la boule de maïs. Si aujourd'hui, je mange une autre chose, peut-être dans la journée, je vais sentir la faim, comme je n'ai pas mangé ce que j'ai l'habitude de manger. Mais avec le temps, le corps, lui, il sait comment s'adapter. Alors, est-ce que ce problème n'est pas culturel, comme le consultant venait de le dire, puisque aux enfants, quelquefois, on leur donne également la boule, communément appelée la boule morte, le reste de la boule d'hier. Est-ce que ça, c'est une bonne pratique? Déjà, c'est culturel, comme vous l'avez dit, et non seulement culturel, mais il y a aussi ces problèmes économiques, comme on l'a souligné tout au début, qui revient encore une fois de plus. Mais c'est très mal, et c'est pour cette raison que plus de 30% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance.
C'est tout simplement parce que leur alimentation ne leur fournit pas ce dont le corps a réellement besoin. Parce qu'il faudrait vraiment répartir les 3 repas dans la journée. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et maintenant, en fonction de chaque repas, il faut les proportions adéquates des macros et des micronutriments. Protéines, glucides, lipides. Et au déjeuner, il faut encore tel, avec les légumes. Maintenant, au dîner, il faut moins de gras, etc. Mais il n'y a pas tout cela. Raison pour laquelle les enfants mangent aujourd'hui la boule, c'est cette même boule qui est réservée encore pour demain matin. Et déjà, demain matin, même si sur le plan nutritif, c'est limité, ce n'est pas seulement ça. C'est déjà infecté souvent. Parce que ça n'a plus le même goût. Et il y a déjà les toxines qui sont produites. Il y a déjà les micro-organismes qui se sont multipliés. Donc non seulement ils se bourrent, mais les enfants avalent de la maladie, s'il faut le dire. Ouais. Tout à l'heure, nous allons revenir sur les maladies liées à l'alimentation, mais là, je voudrais d'abord m'adresser à Madame Rosalie. À quelle fréquence? Le matin, si je ne mange pas la boule, je n'ai pas la force. Je sens comme si je n'ai rien mangé. Donc, je dois manger la boule le matin. À midi, je dois préparer la boule et c'est toujours la boule de maïs. Parce qu'on est habitué au maïs ou encore, comment on appelle, le sorgho ou le mil rouge. Voilà, donc à midi c'est la boule, le soir c'est la boule, le matin encore c'est la boule. Et c'est des cas rares qu'on essaye de varier ces aliments-là, comme le petit déjeuner, voilà, avec un peu du riz. C'est des cas très rares et ça arrive peut-être occasionnellement. Donc moi je crois que le réel problème c'est la culture. Parce que maintenant ce qu'il faut faire c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser cette population tchadienne-là sur la consommation ou encore sur le respect de l'alimentation. Parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Pour eux, ils se disent que même nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils se sont nourris comme ça. Donc, pour eux, ils ne voient pas le réel problème dans l'alimentation. L'essentiel, c'est qu'on bourre le ventre. L'essentiel, c'est qu'on satisfait à nos besoins physiologiques. Et puis voilà, on en passe. Nous aurons également à constater dans certaines familles, économiquement, ils ne sont pas bien placés, mais nous constatons qu'ils mangent léger. Par exemple, le matin, vous avez parlé tout à l'heure des mouroro, ils ont les laits caillés, ils font des productions de légumes et tout ça. Donc, en fait, économiquement, ce n'est pas facile, mais ils savent que c'est des aliments riches qui contribuent au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, il y a dans certaines familles, on mange la boule bien consistante et puis après, maintenant, on vient manger le dessert qui est la salade de laitue. Est-ce que c'est une bonne manière? Bon, dans ces cas, moi je pense que c'est peut-être une bonne manière, mais c'est la manière de la consommer. Je parlais tout à l'heure des repas de loisirs. Dans ces repas de loisirs, il faut respecter ces normes-là de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. Donc, le petit déjeuner, c'est des repas légers. Juste comme c'est le matin et tout, il faut un truc pour pouvoir passer la journée et après manger consistant. Et manger consistant à midi, manger la boule et manger peut-être les laitues, communément appelées la salade, c'est aussi une bonne chose, mais la manière. Par exemple, dans le déjeuner, nous avons à constater qu'il y a les entrées, il y a les plats consistants et il y a les desserts. Et les légumes ou les salades dont vous parlez font partie des entrées dans le déjeuner. Ils font partie des entrées. Par exemple, économiquement, peut-être je ne suis pas bien placée, mais il y a la boule, j'ai la boule. Au moment des déjeuners, je peux peut-être faire une petite salade avec des carottes, avec des pommes de terre, et puis je consomme ça comme des entrées. Et je peux manger après ma boule tranquillement, il n'y a pas de souci. Et plus tard, je peux manger le dessert, peut-être les mangues, ou les bananes ou les oranges. Non, mais voilà. Le souci, c'est qu'on commence d'abord par manger la boule et puis on termine par l'entrée qui est donc la salade. Et c'est ce que je cherche à savoir, monsieur le consultant. Est-ce que c'est une bonne manière de manger? Le problème n'est pas d'abord à la question de dire est-ce que c'est une bonne manière ou c'est pas une bonne manière. Il faudrait relever qu'il y a une question d'éducation nutritionnelle. Le Tchad en souffre. Ouais. Il y a un déficit à ce niveau. Parlons concrètement de ces facteurs qui induisent, ou bien qui obligent les Tchadiens, qui les contraignent à accepter ces habitudes alimentaires contre leur gré. Personne ne voudra bien manger ce qu'on constate. Pratiquement,
il faut un minimum par individu de 2100 kilocalories par personne par jour. Pour un ménage qui a une taille de 5 personnes, il faut au petit déjeuner moyennement 6 000 francs. Mais ce si sont les le ménage simulations. ne fait pas 6 personnes, peut-être 10 ou 15 personnes. Non, j'ai pris un exemple plus simple. Ouais, là. justement. Avec les coûts que nous connaissons aujourd'hui des produits alimentaires dans la ville de N'Djamena, manger, comme elle le dit, pour le petit déjeuner, il faut minimum 6 000 francs. Et maintenant, quand vous arrivez au déjeuner, entre midi et 14 heures, il faudra pratiquement entre 8 à 12 000 francs pour ce même ménage. Il faudrait que vous arriviez au petit déjeuner, au dîner, le soir. C'est pratiquement, même si c'est si léger que ça va prendre entre 5 à 8 000 francs. Alors, vous voyez que la part des dépenses alimentaires, ça nous l'avons mentionné, nous le voudrons le réitérer ici, la plupart des Tchadiens investissent plus de 80% de leurs revenus dans les dépenses alimentaires. Et ça, c'est un trait de la pauvreté, de la précarité. Malgré tout cet investissement financier, en termes d'apport d'éléments nutritifs dans le corps, ce n'est que du bourratif. Ce n'est que du bourratif, parce qu'on ne mange pas la qualité. Donc on mange la quantité parce qu'on veut juste constituer ce qu'on appelle, au cours de ce qu'on appelle vulgairement la mort subite, parce qu'on ne mange qu'une seule fois dans la journée. On veut juste un peu remplir. Non, on veut juste reconstruire l'air dans le ballon que nous avons notre panse. Et quand c'est plein, on dit qu'on a bien mangé. Alors qu'on aurait souhaité, ouais, par exemple, que ça devient très pitoyable que s'il y a un ménage nantais à côté qui mange qualité, diversité et quantité durant les 3 repas de la journée, le repas voisin, le ménage voisin qui est là à côté n'a que sa gorge pour avaler sa salive. Donc vous comprenez que ça crée un peu de l'aigreur parce qu'il n'arrive pas à s'offrir un seul repas. Regardez, prenez peut-être le petit déjeuner des ménages nantis, ça peut constituer le repas entier d'une journée pour un autre ménage. Vous voyez la précarité qu'il y a, la différence qu'il y a. Et donc c'est cette question de précarité, de pauvreté extrême là, qui pousse que les Tchadiens mangent ce qu'ils ne veulent pas manger, mais qu'ils sont obligés de manger parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de s'en offrir. Ils mangent très ou trop mal. Maintenant, sur la disponibilité, ce sont les 2 premiers piliers de la sécurité alimentaire. Ouais. La disponibilité et l'accès. Est-ce qu'au niveau des ménages, nous avons des possibilités de nous procurer ou bien de disposer de ce qu'on produit dans les zones rurales? Il a bien mentionné. Presque le 3/5 des produits cultivés sont envoyés sur le marché. Parce qu'il y a les dépenses de santé, l'habillement de madame, la scolarisation, tous ces éléments. Donc ça avale une bonne partie des revenus des ménages agricoles. Maintenant, en ce sens-là, il prend une partie juste pour l'autoconsommation. Et cette partie pour l'autoconsommation, le paradoxe est que ces mêmes produits qu'il a bradés à vil prix entre octobre et décembre, parce qu'il pense qu'il en a en quantité, il repart sur le marché acheté au triple ou même au quintuple du prix avec lequel il a vendu entre février et mars, parce que c'est en cette saison-là, c'est à cette période-là que les stocks commencent à baisser. Et donc, toute sa vie, il se sacrifie, la plupart des ménages tchadiens, même dans les zones agro-pastorales, ils se sacrifient parce que simplement, ils veulent subsister. Donc, c'est du bourratif. Maintenant, quand on va parler des 3 repas, des habitudes alimentaires, nous avons une richesse nationale dont nous devons en être fiers. L'art culinaire tchadien est tellement riche dans toutes les contrées du pays, en termes de diversité, mais malheureusement, même dans ces contrées, ce qui devait être ce qui était nos habitudes alimentaires, comme elle a dit, ce n'est pas vraiment dire que nos ancêtres, nos parents mangeaient trop mal. Non. Il y avait 45 ans, 50 ans, les gens se nourrissaient bien. Mais aujourd'hui, c'était valide. Ouais. Ils faisaient la diversification. Prenons N'Djamena aujourd'hui. J'ai pu oser me risquer de dire qu'il y a des gens qui, durant tout un semestre, ne mangent pas un fruit. Il y en a. Pourtant, parce qu'ils n'ont pas les possibilités de s'en offrir. Regardez le fruit N'Djamena. Ce n'est pas n'importe qui peut s'en procurer. C'est si cher que ça. Non, mais les mangues, c'est à la portée. Les mangues, c'est à la période. Donc, à partir de mars jusqu'à juin, c'est la période d'abondance. On en a, on peut se l'acheter. Mais au fur et à mesure que on avance vers la période hivernale, vers le mois de juin, juillet, la disponibilité est réduite et le prix monte. Ça, c'est un fait économique. Mais maintenant, quand on parle, par exemple, dans les zones rurales, dans les zones où on trouve, par exemple, beaucoup de mangues, chez moi, à Maro, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de mangues. Quand vous venez chez moi, entre Bitkin et Melfi, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de fruits qui sont là, les mangues surtout. Vous allez chez moi, quelque part encore ici à Kundjuru, vous allez trouver encore les fruits qui sont là. Vous venez encore chez moi, dans la zone par exemple du lac, que ce soit ici à Kenaserom, ou bien tout en bordure dans les bras du fleuve du lac, vous allez trouver qu'il y a par exemple les feuilles de manioc qui sont disponibles en saison. Mais est-ce que ces feuilles de manioc-là, nous les avons en dehors de la saison, plus loin dans cette qualité-là? C'est difficile de l'avoir. Donc cette question de diversité, je pense, honnêtement, je maintiens qu'elle est beaucoup plus liée à une contrainte économique. Donc les gens n'ont pas les possibilités. Et donc le peu dont ils en disposent, pour ne pas mourir, même il est difficile, en termes, il a évoqué, le score de diversité alimentaire des ménages est toujours très faible. C'est grave.
Donc, ce n'est pas tellement bien. Parce que les apports alimentaires, surtout pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est cette période-là où les apports alimentaires en termes de nutriments sont indispensables. Mais aujourd'hui, l'enfant, vous ne lui donnez qu'un seul repas, des substances, donc au trop, le deuxième repas auquel il a accès, c'est le lait de sa mère. Mais ce lait-là qui est aussi pauvre parce que la mère n'est pas bien nourrie. Donc en fait, il n'arrive pas à pouvoir satisfaire ses besoins de croissance. Et du coup, ça joue sur les facultés cognitives. Donc même l'aspect futur de l'enfant qui va grandir est affecté. Et donc, nous avons toujours dit que la question de la sécurité alimentaire, en termes de diversité, en termes d'accessibilité, en termes de disponibilité, c'est un problème vraiment sérieux. Et aujourd'hui, dire qu'on peut manger bien au Tchad, je dis, c'est peut-être 3% des Tchadiens qui mangent trop bien, si j'exagère. Oui, monsieur Kanaka. D'accord, permettez-moi d'ajouter rapidement sur déjà la consommation des fruits. Parce que là, quand on dit aux Tchadiens de consommer les fruits, ils pensent directement aux pommes de France, ils pensent directement aux raisins, ils pensent directement aux fruits qui sont chers. Mais en réalité, les fruits sauvages sont aussi là, qui jouent d'abord les mêmes rôles ou qui sont encore plus bénéfiques. On peut prendre l'exemple sur les savonniers. Les savonniers, les jujubes, ce sont des fruits. Mais lorsqu'on demande aux Tchadiens de manger les fruits, ils ne pensent pas à cela. Mais en réalité, au niveau de l'organisme, ce sont des fruits qui jouent vraiment les mêmes rôles. Donc si seulement les informations étaient passées, si seulement on le savait, ça pourrait peut-être réduire ou bien réduire les risques en augmentant la consommation des fruits. Et parlant aussi de la disponibilité saisonnière des fruits, actuellement, nous sommes toujours dans la période des mangues. Ouais. Et si vous sortez un peu dans les marchés où on vend les mangues, vous allez voir les mangues en train de pourrir. Pourtant, on aurait pu sécher et consommer durant toute l'année. D'ailleurs, je dirais que la mangue sèche est plus bénéfique que la mangue fraîche. Parce que s'il faut prendre 100 grammes de mangue sèche et 100 grammes de mangue fraîche, qui contient de l'eau, on écarte déjà l'eau. Les 100 grammes de mangue sèche sont plus bénéfiques en matière de nutriments, puisque ces nutriments deviennent concentrés. Donc, si seulement on pouvait transformer, sécher et consommer durant toute l'année, ce serait vraiment bien. Mais les gens pensent que voilà, les mangues sèches sont des amuse-gueules pour les enfants, ou bien c'est la nourriture des pauvres. Mais en réalité, l'organisme ne connaît pas ça. Manger, c'est manger. Donc, justement, le comportement des Tchadiens, quand c'est la période, on consomme et puis on ne connaît pas préserver. Non, il y a un problème de technologie alimentaire qui se pose. Parce que ni nous n'avons les connaissances, ni nous avons les équipements, les infrastructures. Non, dans les villages, les gens le font. Donc la mangue fruit devient encore un condiment ou bien peut-être un produit dans la sauce. Ça, nous, on le consomme chez moi. Chez moi, par exemple, plus loin, quand vous venez plus au sud, dans la zone de Darmadia, vous allez trouver ça. Mais quand vous revenez chez moi, ici dans la zone de Melfi, on trouve que ce n'est pas l'habitude alimentaire locale. Vous n'allez pas leur imposer. Effectivement, je soutiens ce qu'il a dit. Nous avons une offre en termes de disponibilité de fruits qui est assez riche. Mais maintenant, il faudrait comprendre aussi que quelque part, il a parlé du jujubier. On en fait pratiquement un pain qu'on le vend. Mais vous allez vous rendre compte que quelquefois, dans certaines zones, on fait recours à ça en termes d'aliments, de substitution, parce que c'est une situation un peu de soudure, de précarité. On n'a pas accès à d'autres, on le consomme malgré soi. Et donc, ça constitue un indicateur de l'insécurité alimentaire. Alors que ça peut être un complément alimentaire en termes de fruits. Les dates. Les dates, nous les avons chez nous. Mais tous ces fruits-là, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué la question de l'éducation nutritionnelle du Tchadien lambda. On pense que c'est ce que l'autre vit dans les plantes exotiques, en fait les fruits exotiques qui sont importés, qui sont bien, mais pourtant on l'a à côté ici. On l'a à côté ici. Mais maintenant, il est question de comprendre quelle est la composition d'un repas que je dois avoir pour avoir la diversité. Alors, nous allons aller plus rapidement. Je demande maintenant à Mme Rosalie, l'alimentation de la rue. Est-ce que c'est un risque ou bien une solution pratique? Puisque quand tu fais un tour à N'Djamena, tu constates qu'il y a les tournes d'eau, il y a les petits restaurants partout. Alors, est-ce que c'est une solution ou bien est-ce que c'est un risque? Merci. L'alimentation dans les rues, c'est vraiment un risque. Pourquoi je dis ça? Parce que on constate dans les cafétérias, ils allient les nourritures dans les rues avec des poussières, des mouches partout, et ils produisent en ignorant les normes de sécurité alimentaire. Pour eux, ce qui les intéresse, c'est produire et mettre à disposition des consommateurs pour gagner de l'argent. Pourtant, c'est un réel risque. Constatons, par exemple, ceux qui font les fangassos, communément, comment on appelle, les beignets. Les beignets, oui, les beignets. Vraiment, vous aurez à constater avec moi qu'au moment de la friture, les mêmes huiles, les huiles là,
Par exemple, j'achète peut-être 1,5 litre d'huile. J'utilise aujourd'hui. Le reste, je peux l'utiliser demain, après-demain, le lendemain. Et honnêtement, c'est un risque terrible pour la santé de la population tchadienne. Et la plupart des consommateurs, comment je vais dire, excusez-moi le terme, la plupart des Tchadiens, par exemple, les enfants sont en vacances, vont acheter les beignets, voilà, sans toutefois se rendre compte des risques alimentaires qui peuvent infecter ou bien attaquer l'enfant. Donc c'est vraiment, c'est un réel risque. C'est un réel risque pour surtout les consommateurs, surtout l'hygiène alimentaire de base. Ouais. Vraiment, c'est un grave risque. Quelles sont les erreurs qui sont plus fréquentes dans l'alimentation de la rue et surtout à certains restaurants? Je voudrais bien revenir encore sur ce que Madame a évoqué. Ouais. La sécurité sanitaire des aliments pose un problème. C'est vrai que c'est devenu notre culture on le dit généralement que la saleté ne tue pas le Tchadien, mais non. La plupart de nos maladies viennent de là, d'une mauvaise alimentation. Aussi bien en termes de diversification, de tout cela, mais la question, c'est l'aspect beaucoup plus sécurité sanitaire. Ouais. Vous allez dans un restaurant lambda, c'est la même assiette, là, la même eau, là. Le monsieur plonge dans l'eau, il revient repart là-bas. Quand tu lui fais des remarques, peut-être c'est des remontrances, parfois c'est des menaces, c'est des insultes que tu reçois. Mais il y a des services techniques qui sont censés faire le travail. Et c'est... Malheureusement, il y a une faiblesse quelque part aussi qui encourage ça. Ça, désolé de le relever, mais il y a une faiblesse parce que si on peut vraiment verbaliser et sévir comme il faut, parce que par l'alimentation, dans un seul restaurant, on peut tuer toute la ville de N'Djamena, comprenez? Un seul restaurant isolé. Parce que simplement, on peut passer des gènes d'une maladie, ça se transmet. Il y a des maladies qui sont très virales et qui rapidement ça se transmet dans les... heureusement que le Tchad a été en fait épargné des maladies qui ont beaucoup plus vécu, c'est bien certainement en Afrique de l'Ouest. Donc les maladies virales sont très très dangereuses et ça peut décimer une population entière. Donc maintenant il faudrait que aussi bien les fournisseurs ou bien l'offre des aliments de la rue, on est contraint parfois d'aller là-bas, c'est un bourratif. Et la plupart des désœuvrés, des jeunes qui sont là, sont obligés d'aller là-bas. Même parfois des hommes qui sont des chefs de ménage. On utilise la même main pour prendre de l'argent, la même main pour servir également. Mais et puis on ne ferme pas également, les aliments sont exposés à la poussière. La même personne qui vous coupe la viande à manger, il utilise les deux mains, là, il est en train de se gratter la tête. Vous arrivez là, il a eu un cure-dent à la bouche en train de se nettoyer les dents. Et quand vous lui faites des remarques, il s'énerve. Alors que monsieur, c'est ma santé. Je te paye de l'argent, je ne peux pas te payer de l'argent pour acheter ma mort. Vous lui faites cette remarque, il n'est pas d'accord. Donc on a tous les risques. Moi, je n'encouragerais pas les aliments de la rue. Manger dans les restaurants, sincèrement dit, c'est trop risqué. Ou même peut-être il est gravement enrhumé, il est avec des Kleenex quelque part, il se mouche, après il essaie de rincer sa main et continuer sa production. Comme il a dit tout à l'heure, voilà, le Tchadien te dira que la saleté ne tue pas le Tchadien ou bien ne tue pas l'Africain. Parce que dans notre mentalité, c'est que tant que ce n'est pas sur le champ, ce n'est pas lui la cause. Mais en réalité, ce sont des problèmes ou bien des maladies qui s'accumulent. Même si ce que j'ai mangé aujourd'hui ne va pas carrément mettre au lit aujourd'hui, ça s'accumule avec le temps. Comme tout à l'heure, elle a parlé de l'utilisation répétitive de la même huile de friture. Les vendeuses de beignets, prenons, elles utilisent ça aujourd'hui. Demain, tant que ce n'est pas fini, elles réutilisent. Mais c'est déjà de l'huile oxydée. Donc, nous mangeons maintenant de la maladie, ce n'est plus de la nourriture. Donc, c'est ce problème de l'éducation nutritionnelle-là qui est toujours à la base, comme il avait dit tantôt. Donc, il faut vraiment mettre un accent de ce côté. Si nous espérons voir un changement, surtout du côté de l'alimentation de la rue, et comme elle l'a bien dit, c'est une vraie source de maladie qu'on ne peut pas soutenir. Alors, là, excusez que j'ajoute, il faut bien que la police d'assainissement fasse son travail en toute rigueur. Parce qu'eux aussi, ils laissent la brèche quand ils viennent contrôler, qu'on leur donne juste un 5 000 francs à côté. Bon, ça va, ils disparaissent. C'est eux qui sont complices de cette situation. Parce que quand ça ne tient pas, la sécurité sanitaire des aliments, c'est un problème très, très sensible. Il a dit, on va voir la personne sortie après avoir déposé l'assiette, la cuillère de ton bilan. Mais il y a la période d'incubation. Jusqu'à ce que les gens puissent faire la maladie, quelques heures, quelques jours vont s'écouler. La plupart, tout le monde se plaint des gastro-entérites qui causent la fièvre typhoïde et autres. On a ces problèmes. Mais on ne pense pas que la source vient principalement de l'alimentation. Et donc, je pense qu'il faudrait que ce défi-là soit relevé le plus rapidement possible. Maintenant, pour revenir sur la question de l'accès alimentaire, il faut rendre au Tchadien son pouvoir économique, son pouvoir d'achat. Beaucoup de problèmes seront trouver des solutions dans le cadre de l'alimentation à ce niveau. Parce que quand on a un pouvoir d'achat, on peut se choisir ce qu'on veut, quand on veut y aller.
Et donc, ça, c'est un problème encore plus grand. Mais déjà, il qui ne faut saurait d'abord être- savoir quoi choisir, ou bien. Ils savent ce qu'ils vont choisir. Oui, ils savent ce qu'ils vont choisir. Parce que, regardez par exemple, même à Djamena, vous remarquez, dans cette grande ville-là, vers les périodes de paie des salaires, entre le 25 jusqu'au 2, On mange les les ménages bonnes choses. mangent qualité. Hein. Oui, les bonnes Ouais. choses. Mais revenez le 10, ce même ménage ne peut pas souffrir. Donc, il est obligé de repasser au bourratif. C'est le pouvoir économique, le pouvoir d'accès. Parce que le niveau des revenus ne permet pas. Même le rural qui est chez moi, quelque part très loin là-bas, à Métier, ou bien dans mon village à Arada, il sait ce qu'il peut manger. Mais il est obligé de manger ce qu'il a sur la main parce qu'il n'a pas le Alors, de payer nous ça. allons repartir du côté de la régie. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler de nos habitudes alimentaires. Nous allons faire un tour à la régie avec ce petit reportage. Une alimentation équilibrée est très indispensable au bon fonctionnement de l'organisme conseil, les spécialistes de la santé. L'équilibre alimentaire en cette période, il faudrait manger équilibré. Et quand on dit manger équilibré, c'est de manger dans les différents groupes des aliments. Donc nous avons 4 groupes des aliments dans la nature. Donc nous avons les aliments énergétiques, nous avons les aliments de construction, nous avons les aliments de protection, mais aussi les aliments de régulation. Donc en ce qui concerne les aliments énergétiques, c'est donc tout ce qui est glucides, donc on peut avoir les glucides et les lipides à travers nos aliments, donc ça peut être dans les céréales, ça peut être également dans les aliments riches également en lipides, qui peuvent aider, donc surtout les sésames, tout ça qui peuvent également aider. Donc il faut manger équilibré, donc c'est de manger dans les différents groupes des aliments, mais les aliments de construction, c'est uniquement les protéines. Donc les protéines, on peut les avoir dans la viande, le poisson, les œufs, donc tout ce qui est donc protéines, même le haricot est très riche en protéines. Donc il faudrait également diversifier les aliments. Les aliments de protection, c'est des aliments qui sont très riches en fibres et des aliments comme les sels minéraux, donc c'est des légumes, tout ce qui est fruits, donc c'est ces aliments qu'il faut consommer pour avoir la protection, et donc ces aliments protègent également l'organisme. Mais il y a des aliments de régulation, donc il y a l'eau, et l'eau qui est très important aussi, il faut boire suffisamment en cette période de canicule pour pouvoir également se réhydrater au maximum. Mais aussi les aliments comme des régulations, il y a les fibres, donc il faut manger assez de fruits. L'équilibre alimentaire repose sur la diversité et la modération dans nos consommations, en privilégiant les aliments naturels et en limitant les produits transformés. Nous contribuons au bien-être de l'organisme. Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du rendez-vous des citoyens. Nous parlons des habitudes alimentaires des Tchadiens. Et pour revenir sur le sujet, nous allons maintenant parler des maladies liées à la mauvaise alimentation. Je me tourne vers vous, monsieur le nutritionniste Kanaka. Déjà, il y a plusieurs maladies qui sont liées aux mauvaises habitudes alimentaires, que ce soit les maladies immédiates, que ce soit les maladies à long terme. Parlant des maladies immédiates, nous avons par exemple les infections, les toxi-infections, qui sont issues de la consommation des aliments contaminés. Les aliments contaminés, que ce soit par des contaminants biologiques, c'est-à-dire les micro-organismes. Tout à l'heure, nous avons parlé des conditions d'hygiène dans lesquelles sont vendus les aliments. Ouais. Donc, le fait déjà d'exposer les aliments aux microbes ou bien d'exposer à l'air libre font déjà que nous consommons des aliments contenant des micro-organismes qui sont néfastes pour la santé. Comme il avait dit tout à l'heure, le germe responsable de la fièvre typhoïde, c'est parce que nous mangeons des aliments qui ne sont pas bien lavés, contenant des germes. Et on peut aussi parler de l'exemple du choléra qui n'existe plus comme avant, mais sont là quelques maladies qui sont liées aux problèmes d'hygiène alimentaire. Et parlant d'autres maladies qui peuvent se développer petit à petit, par exemple le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie aussi liée à l'alimentation. Nous avons l'hypertension qui sont dues à cette consommation excessive, que ce soit du mauvais gras, que ce soit aussi des glucides exagérés. Ce sont là, entre autres, les maladies. L'existence de ces produits, de ces produits et de pesticides-là, ça peut persister dans les produits finis qu'on consomme. Et donc, ça peut entraîner beaucoup de maladies. Et donc, dans ce sens, il faut un contrôle de la qualité de ces aliments. Ouais. Est-ce qu'on le fait chez nous? La question va se poser. L'engrais qu'on utilise,
Au niveau, par exemple, du champ là-bas, vous allez mettre l'engrais, peut-être il revient parce que ça tarde un peu, il vient encore avec un deuxième dosage rapidement, et 5 jours après d'avoir mis l'engrais, voilà qu'il a récolté, il a amené ça au marché. Il veut l'argent. Moi, je viens en tant qu'un bon Mais consommateur. ce qui est meilleur, c'est d'utiliser également les engrais bio. Nous avons toujours défendu que l'agriculture bio reste ce qui est sanitaire. Et aucun risque en termes de santé n'est lié à cela. Que ce soit les pesticides, il y a des pesticides bio, tels que les grains de Nîmes, les azadilacta, et d'autres, même le piment, peuvent être utilisés dans une composition pour lutter contre les maladies et les ennemis de culture. Mais nous, on est très tranquille. On va prendre des produits qu'on vient avec, des produits surtout manufacturés, industriels quand même. On vient, on asperge, et puis bon, 2 heures de temps après, le produit se retrouve sur le marché. Tant pis, parce que bon, nous, on a notre argent, on est parti. On compromet la vie des populations de ce côté. Et donc, il y a beaucoup de maladies qui sont liées à ça. Il y a un autre volet qui est lié à ce il a bien évoqué, mais il faudrait que nous insistions là-dessus. Les produits alimentaires que nous consommons deviennent des vecteurs de maladies. Parce qu'il y a une question d'hygiène qui se passe. La personne a mentionné une maladie un peu grave comme la tuberculose. Au lieu de se mettre à l'écart, lui, c'est son activité principale, il va le faire. Il n'a même pas un certificat médical. Et ça encore, c'est un autre volet parce qu'on donne ça à la tête, 1000 francs, un certificat médical, on s'en va. Donc, à la fin, le fait qu'ils toussent les jets de salive qui s'en vont, nous on récupère ça et puis on s'en va avec ça. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau parce que les risques sont épars, les risques sont assez élevés, avec une sévérité des maladies, comme nous l'avons mentionné, qui peuvent décimer toute une population, mais il y a un problème de contrôle qui se pose. Donc, on laisse faire comme on le dit, bon, comme c'est comme ça, on laisse faire. Mais c'est quand parfois celui qui néglige en termes de laxisme pour permettre que cette habitude négative puisse se propager, se maintenir, c'est quand il va être touché qu'il va comprendre ça. Parfois, il ne le sait même pas. Qu'il a pris 5 000 francs à côté, il est parti, mais il ne sait pas que ces 5 000 francs, qu'on lui a remis pour le faire taire, peut engendrer des maladies parce qu'on lui a donné peut-être quelques produits à côté pour le corrompre, puis il s'en va, il mange, mais il ne sait pas que ces produits-là sont de mauvaise qualité. Donc lui aussi, il est victime de ça sans le savoir. Faisons notre travail. Nous avons également sur le marché les produits quelquefois qui ont la date de péremption qui est déjà expirée, qui est déjà dépassée. Et on vend à vite prix et les Tchadiens aiment tout ce qui est moins cher. Comme on a déjà un problème économique et on se met dessus, on achète et puis on consomme. Quels sont les risques? Nous souhaiterions bien donner la parole au nutritionniste. Voilà, déjà un exemple très probable, c'est même actuellement, il y a des sucreries qui se vendent sur le marché à des prix vraiment cassés. Parce que soit c'est déjà expiré, parce que soit la date s'approche. Et ce n'est pas pour rien qu'on met des dates d'expiration sur les produits. C'est pour dire que voilà, arrivé à telle date, c'est déjà malsain pour notre organisme. Donc le fait d'en consommer nous expose à des risques de cancer. Parce que ces produits contiennent certaines substances chimiques, même déjà à la base, quand ce n'est pas encore expiré, sont déjà nuisibles pour la santé. Mais quand ça s'expire déjà, ça veut dire que ces substances sont devenues plus nocives. Il y a la production de nouvelles substances, en plus des substances chimiques nocives qui existaient déjà. Donc, c'est ce que tout le monde devrait savoir. Ce n'est pas parce que le prix est cassé ou bien ce n'est pas parce que c'est accessible à tout le monde qu'il faudrait profiter. On s'y jette rapidement sans toutefois penser les conséquences qu'on encourt après. Exactement. Ah oui, Madame Rosalie, comment est-ce qu'il faut bien manger au Tchad avec un petit moyen? Comment est-ce qu'il faut bien manger? Merci. Pour bien manger, même si les moyens nous manquent, il faut manger, il faut tenir en compte des repas de prestige ou des repas de loisirs. Ou voire même peut-être des repas nutritifs, mais pas manger pour bourrer le ventre. Manger quoi, par exemple, le matin? Avec un peu d'argent. Avec un peu d'argent, nous avons des laits caillés. Les laits caillés avec 500 francs, ça peut suffire à une famille de 6 ou 7. Et la quantité, et quelle quantité? La quantité, je ne saurais vous donner une quantité exacte. Pour une personne? Mais pour une personne, juste un verre. Un verre et avec, je ne sais pas trop, avec un demi-pain. Un demi-pain, ça pourrait aller. Ça pourrait aller pour la journée. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour moi.
C'est de l'ignorance en fait. C'est de l'ignorance. Vous allez toujours, même moi, je peux dire que ce n'est pas suffisant pour moi. Parce que, voilà, je suis habituée à manger la boule morte. Donc, c'est de l'ignorance. C'est pour le bon fonctionnement de l'organisme. Donc, il faut manger toujours léger le matin. Et plus tard, à midi, vous pouvez manger consistant. Et le soir, ouais. Et le soir, vous pouvez aussi manger consistant le dîner. Surtout le dîner, c'est un peu consistant, mais pas trop consistant comme le déjeuner. Et c'est au moment de souper, la nuit, là, vous pouvez manger peut-être des soupes et puis des bouillons et voilà, c'est tout. Oui. Permettez-moi rapidement d'ajouter, justement. par rapport à votre question, qu'est-ce qu'il faut manger? Comment est-ce qu'il faut manger? Même avec des petits moyens. Pour être vraiment court, il faudrait manger naturel et local. Avec le peu que vous avez, en fait, il y a ce paradoxe. Les gens, ils sont là, avec le petit moyen. La femme va sortir le matin, aller à la boutique, acheter peut-être les spaghettis. Juste pour pouvoir dire que voilà, nous avons mangé escarpati. Escarpati, comme on le dit souvent. Mais ce n'est pas ça. Elle aurait pu acheter les tubercules, les patates. Patates de 200, de 300 francs. C'est le produit localement. Et c'est naturel. C'est plus bénéfique à l'organisme que ce que nous achetons, qui nous vient de loin ou bien transformé. Et pour ajouter à cela, j'aimerais un peu revenir sur l'appellation des aliments nutritifs, comme elle a dit. Bon, dans les milieux, c'est vrai que les appellations peuvent varier. Quand elle parle des aliments nutritifs, c'est pour désigner ces aliments que nous mangeons juste parce que le corps en veut. Mais en tant que nutritionniste, si je vais dire aliments nutritifs, c'est pour dire que c'est très bénéfique pour l'organisme. Donc, c'était juste pour pouvoir faire cette nuance-là et puis clarifier les choses en fait. Voilà, alors, manger équilibré, c'est quoi? Manger équilibré, saine, oui. C'est une alimentation qui nous apporte les substances nutritives nécessaires pour le fonctionnement de l'organisme, à savoir les protéines, les glucides, les lipides, les minéraux et enfin les vitamines. Sans oublier aussi l'eau, parce qu'on néglige beaucoup plus, on pense que voilà, ça va apporter tout le monde, ce n'est pas important, mais c'est d'abord la plus importante de ce que nous mangeons. Et tout à l'heure, lorsqu'on parlait des aliments malsains, on a oublié cet aspect que je voudrais souligner, les conditions dans lesquelles les œufs sont vendus dans les brouettes ou bien les pousses dans nos marchés. Parce que c'est vraiment à ne pas consommer. C'est un vecteur de fièvre typhoïde, c'est un vecteur des hépatites et plusieurs autres. Donc on ne doit pas seulement se concentrer sur les nourritures que nous mangeons, mais il y a aussi l'eau qui est là, important. Monsieur le consultant. Ils ont presque tout soulevé. Nous revenons pour dire 2 points. L'économie nous impose de manger ce qu'on ne peut pas, ce qu'on n'aurait pas mangé en situation normale. Même le peu que vous dites là, il faut quelque chose. Moi, j'aime bien manger un plat de niébé avec un peu de corps gras, un peu d'huile dessus, et puis un pain. Pour moi, c'est déjà bien. Mais il faut voir combien me coûte le niébé sur le marché. Il faudrait comprendre ça. Et donc, même si c'est au village, quand je suis chez moi ici à Mbitebe, quelque part à Mbarlé, je veux bien manger ça. Mais est-ce que je l'ai à ma disposition en termes de disponibilité? Ça fait appel au deuxième point, les revenus pour avoir accès au marché. Et le pouvoir d'achat étant limité, je me contente de ce que j'ai sous la main. Voilà pourquoi vous avez parlé des gens qui mangent dans la rue, parce que bon, on trouve que c'est un peu moins cher, entre guillemets, et puis ça demande pas beaucoup. Mais de ce côté, ce moins cher là devient extrêmement trop cher. Parce que quand ça crée des maladies, ça cause des maladies, tout l'argent qu'on vous doit investir pour se soigner, on aurait pu utiliser quelque part encore de ce côté-là pour bien s'alimenter. Et le grand problème, c'est le contrôle des risques sanitaires sur les aliments que nous consommons. Nous sommes victimes, nous sommes entre guillemets orphelins. On mange ce qu'on peut, on mange dans les conditions. On sait que c'est mauvais, mais on n'a pas de choix. Donc on est obligé de se rabattre ça parce qu'on n'a pas les possibilités. Et notre couverture, qui est le service d'assainissement, nous a délaissés. Donc on mange ce qu'on veut. Mais maintenant, dans les milieux ruraux, quand vous arrivez là-bas, bon, on glane parfois un repas par jour dans les stratégies d'adaptation. On donne le repas aux plus petits, aux femmes. Donc le monsieur peut aller là. Donc il est obligé, il dit bon, un homme ne pleure pas, donc il est obligé de manger même ce qui ne tient pas pour pouvoir décider avec ça. Mais en réalité, nous mangeons de manière, en fait, pour conclure, que nous mangeons trop mal au Tchad. Et nous mangeons ce que notre environnement socio-économique nous impose. Donc c'est la précarité. Et en conclusion, nous sommes des malnutris qui s'ignorent. Nous sommes des malnutris parce que
quand la nutrition, généralement c'est... Alors, monsieur le consultant, est-ce que vous avez des suggestions pour améliorer l'alimentation des Tchadiens? Améliorer, il y a par exemple des options. Il faut cadrer par exemple les productions maraîchères qui sont une source de nutriments assez riche, complet, qu'on doit vraiment accompagner. Et c'est également une source de revenus pour les ménages très pauvres et pauvres. Donc si on injecte, on investit dans ce secteur-là, ça permettra dans les zones où cela est possible de le faire. Mais même dans le maraîchage, ça peut se faire partout, hein, parce qu'il faut seulement passer un système d'exode où on prend de l'eau. Avec le sol, on peut aménager faire ça. Alors, je suis en train de faire le tour de la table pour clôturer déjà mon émission. Donc, merci. Donc, on a ces options qu'on peut utiliser et se procurer des revenus et chercher à faire ce qu'on appelle la gestion des stocks, la gestion des récoltes. Des produits de récolte, il ne faut pas qu'on puisse aller dilapider au marché parce qu'on a besoin d'argent. Parce qu'après, on ne va pas acheter 5 fois, 10 fois plus cher que ça. Voilà. Alors, Madame Rosalie, qu'est-ce que vous suggérez? Bon, ma suggestion, il a tout à fait raison de soulever le point économique, parce que si je ne dispose pas des moyens nécessaires, je ne peux pas manger comme il le faut. Donc du coup, si je n'ai pas de moyens, je ne vais pas faire de la magie. Non, mais pour respecter les conditions d'hygiène alimentaire, est-ce qu'il faut nécessairement les moyens? Pas nécessairement. Je peux peut-être produire mon plat à la maison, mais tout en respectant la qualité et l'hygiène. Tout en respectant la qualité et l'hygiène et la manière de consommer la chose. Je ne peux pas me nourrir. Là, certains Tchadiens, ils exagèrent parce que même étant plein et que je trouve un truc pour manger, je le mange. Parce que j'aime ça. Même rassasié, on continue à manger. Comme disait le consultant, nous sommes en train... C'est une intoxication alimentaire. Et à petit feu, ça nous tue. Ou à petit feu, ça nous crée des maladies à la long terme. Donc pour moi, c'est de sensibiliser ces Tchadiens-là, peu importe qu'ils ont des moyens ou pas, de respecter la manière de production, de respecter la date limite. C'est le fait de diversifier qu'on arrive un peu à puiser, à puiser un peu de partout. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut manger local. Il faut vraiment valoriser les produits locaux. Et pour terminer, il faudrait la promotion de l'éducation nutritionnelle. Parce que généralement, on a parfois les aliments à portée de main, mais on ne sait pas ce qu'il faut manger, on ne sait pas ce que l'organisme veut. Donc, il faut vraiment promouvoir l'éducation nutritionnelle. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin du temps qui nous a été, imparti. Merci à nos invités. Merci à Madame Rosalie. C'est Madame Ndaklami Tampi Rosalie qui est restauratrice. Merci beaucoup, Madame. Merci, c'est plutôt Ndaklami Rosalie. Tapmi Rosalie. Voilà. Merci beaucoup, Madame. Merci. Merci également à Kaneka Demas, nutritionniste. Merci, Madame. C'était plaisir. Et notre consultant qui est également de notre monsieur Miade le Diaounadi. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous également, chers téléspectateurs et auditeurs, internautes du groupe Electron Média. Merci pour votre aimable attention. Nous avons vu que l'alimentation au Tchad est riche, variée, mais aussi confrontée à d'énormes défis, surtout d'hygiène, équilibre nutritionnel, modernisation des habitudes. Chacun de nous a un rôle à jouer pour mieux manger, mieux vivre et prévenir certaines maladies. Alors, continuons à sensibiliser et à agir. Restez connectés sur la chaîne citoyenne. Surtout, prenez soin de vous. Au revoir et à très bientôt.